Vous savez quel sujet énerve particulièrement Dana White, la paye de ses combattants. Il faut dire que c'est une question qui crisperait n'importe quel patron d'entreprise, mais à l'UFC c'est une thématique qui revient sans cesse. On a entendu tout et son contraire sur les salaires des combattants de l'UFC, mais qu'en est-il en réalité? Combien sont payés ces athlètes? Est-ce que la comparaison avec la boxe a du sens et finalement, sont-ils vraiment si mal payés que ça? Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et aujourd'hui, observons l'épineuse question de la paye des combattants de l'UFC. Avant d'élaborer le débat, il est important d'observer la structure de paye des combattants de l'UFC pour qu'on sache tous de quoi on parle. Chaque athlète pour combattre reçoit une paye qui est d'un montant minimum de 12 000 $. C'est le salaire de base de la majorité des combattants qui font leur début à l'UFC. Certains combattants peuvent négocier un petit peu plus à la signature s'ils ont une base de fans importante, mais ce sont des exceptions, donc partons du principe qu'un combattant qui fait ses débuts à l'UFC touche 12 000 $ pour combattre. En cas de victoire, ce montant est généralement doublé. Évidemment, ce montant de base évolue en fonction des performances des combattants et il est renégocié lors de la signature d'un nouveau contrat. C'est difficile de savoir précisément comment se calcule cette augmentation car l'UFC n'est plus tenu de dévoiler les salaires de chaque athlète. Mais si on s'intéresse à l'époque où c'était le cas, on comprend que pour un combattant de carte préliminaire, la paye de base oscille généralement entre 12 000 $ et 35 000 $, et plus on monte dans la carte, plus les salaires sont importants. Ce salaire de base constitue la majorité de la paye d'un combattant, mais il y a d'autres sommes qui peuvent s'y ajouter. Via le deal avec Venom, les combattants reçoivent une somme supplémentaire qui est en corrélation avec leur ancienneté dans l'organisation. La paye s'organise comme ceci et elle s'ajoute à leur salaire de base. Certains combattants ont également des points de pay-per-view. Cela signifie qu'ils reçoivent un pourcentage des revenus générés par la vente de pay-per-view. Grossièrement, plus la soirée fonctionne, plus ils sont payés. Contrairement à la croyance populaire en revanche, ce privilège n'est pas exclusivement réservé aux champions car on a vu que des combattants comme Uriah Faber en avaient à un moment donné. Mais pour bénéficier de points pay-per-view, il faut au moins être un combattant extrêmement coté. Les combattants peuvent aussi avoir des bonus en fonction de leur performance, soit un bonus du meilleur combat, soit un bonus de la meilleure performance de la soirée. Ces bonus sont de 50 000 $, mais on ne va pas vraiment les prendre en compte parce que ce n'est pas une source de revenus très prédictible. Enfin, il me semble, et ça je mets un bémol dessus, que les combattants perçoivent un pourcentage sur la vente des tenues Venom à leur nom, ainsi que sur la vente de leurs tenues portées en combat sur la plateforme UFC Collectibles. Je maintiens un peu de retenue sur cette rentrée d'argent là parce que je n'ai pas trouvé de bonne source qui me donnait un pourcentage, ni même une confirmation qu'une part est bel et bien réservée aux combattants. Donc en résumé, si vous faites votre premier combat à l'UFC et que vous le perdez sans obtenir de bonus de performance ou de combat de la soirée, l'UFC vous versera un total de 16 000 $. Vous vous dites peut-être que c'est une bonne somme d'argent, mais il est maintenant temps d'observer tout ça avec un peu plus de détails. Évidemment, vous vous en doutez, les 16 000 $ ne vont pas dans la poche du combattant. En effet, les athlètes ne sont pas des êtres absous de toute dépense et réalité de la vie, donc il va falloir commencer à payer certains frais. Pour cette partie, je vais utiliser l'exemple concret de Miles Jury, ancien combattant de l'UFC, qui a très publiquement décrit comment étaient réparties les différentes obligations financières d'un combattant, donc puisqu'on a une source directe, autant s'en servir. Attention cependant, sa structure de dépenses n'est pas celle de tous les autres combattants, donc prenons-le comme un exemple et non pas une généralité. Miles explique donc que sur l'argent qu'il touche, il doit payer 30% de taxes. En plus de ces 30%, 20% supplémentaires sont dus au management et 10% correspond à un mélange de ce qu'il doit payer à son gym pour le coaching lors du camp d'entraînement et pour la venue de sparring partner. Ça fait déjà 60% de la bourse et ce n'est pas fini. Durant les camps d'entraînement et les semaines menant ton combat, il y a toujours des dépenses diverses qui vont s'ajouter à tout ça. Pour son premier combat à l'UFC, Miles explique qu'il en a eu pour 1000 $ de dépenses diverses et 500 $ supplémentaires de dépenses médicales. Ça fait beaucoup de chiffres, je sais, mais appliquons sa structure de dépenses à un combattant qui débute à l'UFC et qui perd son premier combat. Sur les 16 000 $ initiaux, 30% partent en taxes, cela correspond à 4 800 $, 20% en management, donc 3 200 $, et 10% pour le reste, soit 1 600 $. Et enfin, on ajoute les 1 500 $ supplémentaires pour les diverses dépenses, donc si on applique la structure de dépenses de Miles Jury à ce cas de figure, il reste 4 900 $ aux combattants pour ramener à la maison. Sachant qu'un athlète combat généralement 2-3 fois par an, ça ne fait pas énormément d'argent pour un combattant de haut niveau. Évidemment, ce n'est pas applicable à tout le monde, mais c'est juste pour indiquer que l'argent peut vite s'amincir. Les taxes ne sont pas les mêmes partout, les pourcentages dus au management et au coaching ne sont pas les mêmes partout, etc., etc. Une chose qui a changé en revanche depuis le début de Miles Jury à l'UFC, c'est le sponsoring. Dans sa vidéo, il explique que pour le premier combat à l'UFC, il a réussi à amasser 10 000 $ de sponsoring. Ces sponsors sont présents sur son short, son t-shirt ou encore la bannière qui est derrière lui pendant son introduction. Ces sponsors étaient la source de revenus principale d'énormément de combattants. Mais lorsque l'UFC a signé un partenariat d'équipementier avec Reebok en 2015, ils ont introduit une politique d'uniformisation des tenues qui est toujours en vigueur avec Venom. En plus d'enlever beaucoup d'identité aux combattants, ce deal les empêche d'avoir leurs propres sponsors, ce qui a eu des conséquences économiques désastreuses pour les athlètes. Comprenez bien, Miles Jury a réussi à récupérer 10 000 $ de sponsoring pour son premier combat en 2012. Aujourd'hui, il faut 11 combats pour obtenir une telle somme avec Venom. Sauf qu'entre-temps, l'UFC a explosé en popularité, donc qui sait combien un combattant pourrait demander aujourd'hui. Ce changement de politique a coûté beaucoup d'argent à beaucoup de combattants, l'exemple le plus connu étant Vitor Belfort qui prétend que ce deal lui aurait coûté des millions de dollars. Mais pour dire si les combattants sont sous-payés ou non, il faut confronter leur salaire aux réalités économiques de l'UFC.
L'idée ici est de rapidement voir comment va la santé financière de l'UFC et spoiler, tout va pour le mieux. Ceci est un graphique montrant les revenus annuels du groupe qui possédait l'UFC jusqu'à sa vente récente. Comme vous pouvez le voir, la santé de l'entreprise est plutôt bonne. Avec la fusion de l'UFC avec la WWE en septembre dernier, on a pu avoir un assez bon aperçu de la valeur actuelle de la promotion. Et le chiffre est sans appel. 12,1 milliards de dollars, soit plus de 3 fois ce qu'elle valait lors de la transaction entre Zuffa et Endeavor en 2016. Mais la question maintenant, est-ce que les combattants en ont profité? Eh bien, pas vraiment. Ça, c'est la paye moyenne d'un combattant de l'UFC de 2010 à 2020. En plus d'être un peu plus plat que les revenus de la promotion, le graphique cache une réalité un petit peu triste qui est que même si le salaire moyen d'un combattant de l'UFC en 2020 approche les 150 000 $, c'est avant les dépenses et surtout ça inclut les payes d'Alain Baudot et de Conor McGregor en les mettant au même plan. En réalité, plus d'un tiers des combattants de l'UFC ont gagné moins que l'américain moyen avant même que les taxes et les frais ne passent par là. Et c'est là qu'on en vient à ce tableau. Ce tableau montre la part de revenus des ligues sportives majeures qui revient aux athlètes. Comme vous pouvez le constater vous-même, l'UFC est très loin des sports majeurs. C'est là qu'intervient la question difficile. L'UFC fait-elle de l'argent grâce aux combattants ou les combattants font-ils de l'argent grâce à l'UFC? C'est une question qui est pas mal revenue lorsque d'anciens combattants sont allés se faire tabasser par des youtubeurs pour des sommes colossales qu'ils n'avaient jamais touchées auparavant. Rapidement, tout le monde s'est empressé de dire que c'est ce qu'ils auraient dû être payés à l'UFC, mais la vraie question c'est aurait-il pu toucher des sommes pareilles s'ils n'avaient pas combattu pour Dana White et si l'appareil médiatique de la promotion n'avait pas fait d'eux des stars. Je me ferai toujours l'avocat d'une meilleure paye pour les combattants, mais le modèle de l'UFC est unique, car à part pour le cas Conor, la promotion est l'argument marketing premier. Ce que j'entends par là, c'est qu'on regarde souvent une carte de l'UFC plus qu'un combat en particulier, ce qui est vastement différent de la boxe, où l'attractivité d'une soirée repose exclusivement sur les combattants. Attention, certains combattants attirent plus l'œil que les autres, mais l'UFC est une marque en elle-même. Personne n'a regardé Canelo Alvarez contre Jermell Charlo parce que la carte a été promue par TGB Promotion, mais combien de soirées de l'UFC a-t-on regardé alors même que la carte était inintéressante sur le papier? Je vais prendre un exemple extrême pour alimenter la question, mais le week-end dernier par exemple, Victoria Dudakova a gagné un second combat dans la promotion. En supposant qu'elle est rentrée à l'UFC sur un contrat classique, la compagnie l'a payé 28 000 $, donc 12 et 12 et les 4 000 de bonus du Venom. La question est peut-être un peu sèche et elle va volontairement être provocatrice, mais d'un point de vue marketing, Victoria Dudakova vaut-elle les 28 000 $ qu'elle a été payée? Si on compare avec la boxe, où il n'y a bien sûr pas de paye minimum, un combattant à la réputation équivalente de Victoria Dudakova serait reparti avec une paye bien plus maigre avant de payer ses frais. Du coup, est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes? Évidemment que non. Si le système de paye est protecteur pour les petits combattants en apparence, et je précise en apparence parce qu'on va y revenir, il se fait au détriment des plus gros combattants qui, eux, sont généralement sous-payés vis-à-vis de l'argent qu'ils font entrer dans la caisse. Alors, on en revient au point précédent. Est-ce qu'ils sont devenus des stars grâce à la machine médiatique de l'UFC, ceux qui pourraient peut-être justifier qu'ils soient payés un peu moins que ce qu'ils devraient dans ce qui ressemblerait à un retour sur investissement, ou est-ce eux qui sont les moteurs de la promotion et qui devraient en récolter la majorité des bénéfices? La réponse à cette question doit prendre en compte un autre facteur, parce que le vrai problème selon moi, ce n'est pas tant l'argent que les combattants sont payés, mais la nature de leur contrat. Les combattants de l'UFC sont ceux qu'on appelle des contracteurs indépendants, et il est temps d'en dire un petit peu plus sur ce statut. Lorsqu'un combattant signe avec l'UFC, il n'a pas de salaire mensuel, il n'est pas payé à l'heure, il est payé au combat. Autrement dit, l'UFC paye une prestation qui a une durée déterminée. Généralement, un contrat inclut 4 combats pour une durée de temps précise. Ce que permet ce statut pour l'UFC, c'est de n'avoir à payer un combattant que s'il combat et de ne pas s'embarrasser des charges médicales qui ont lieu hors des événements, ce qui, comme on sait, serait assez coûteux. Le contre-coup que ce statut devrait avoir en revanche, c'est que le combattant ne devrait pas être soumis à l'UFC sur un plan commercial. Ce que j'entends par là, c'est qu'il ne devrait pas avoir à porter ce que l'UFC lui dit de porter, il ne devrait pas être soumis au programme de l'USADA, et il y a des clauses de prolongation du contrat qui ne devraient pas y être présentes. Je précise ne devrait, car en réalité, un combattant de l'UFC ressemble plus à un employé qu'à autre chose. C'est d'ailleurs un sujet de controverse majeur, car l'UFC a une construction juridique qui lui permet d'avoir tous les avantages d'user de contracteur indépendant, tout en s'en débarrassant des inconvénients. Cette qualification de contracteur indépendant est d'ailleurs en train d'être débattue dans les tribunaux américains, et je ferai une vidéo plus de détails sur le sujet, mais pour l'expliquer grossièrement, 1200 anciens combattants de l'UFC ont attaqué la promotion en justice pour demander à récupérer le manque à gagner qu'ils auraient dû percevoir si l'UFC avait respecté le statut de contracteur indépendant et avait donc permis la création d'un marché compétitif. Donc à la question, est-ce que les combattants de l'UFC sont sous-payés? La réponse aurait pu être non, mais uniquement pour les combattants qui y débutent et uniquement si le statut de combattant était fidèle à leurs droits. Certains avancent que c'est le lot d'une carrière sportive, mais ça, c'est si on considère le MMA comme un sport comme les autres. Parce que la réalité de ce sport, elle est un petit peu plus cruelle que ça. Je ne sais pas comment le dire avec tact, alors je vais le dire comme ça, mais la majorité des combattants vont prendre leur retraite fauchée et avec une santé en piteux état. Le MMA n'est pas un sport tendre pour l'organisme et surtout pas pour le cerveau. Derrière chaque main eventer de pay-per-view se cachent des dizaines et des dizaines de combattants de l'UFC qui n'y sont pas parvenus et des milliers de combattants de MMA qui n'ont même pas réussi à fouler le sol de l'organisation. Même si le système de l'UFC semble relativement avantageux pour les jeunes combattants, l'absence de couverture médicale à l'année, l'interdiction d'avoir
d'avoir des sponsors et l'impossibilité pour les combattants d'avoir un point quelconque dans les négociations contractuelles crée une situation globale qui est extrêmement désavantageuse pour les athlètes et donne l'intégralité du pouvoir à l'UFC. C'est comme ça que la promotion conserve son monopole et c'est comme ça qu'elle se permet de mettre des combattants mécontents sur la touche. Les carrières de combattants sont courtes, mais on connaît déjà les effets qu'elles ont sur le corps. Il y a des chanceux qui combattent 10, 15 ans sans pépins physiques et puis il y a ceux pour qui ça se finit moins bien. Peut-être connaissez-vous déjà l'histoire de Spencer Fischer, mais pour ceux dont ce n'est pas le cas, je vais vous expliquer rapidement. Spencer Fischer était un combattant de l'UFC qui a dû prendre sa retraite suite à des blessures au cerveau. Il n'a plus touché un centime de la part de leur promotion depuis avril 2017, une date qui correspond au rachat de Zuffa par Endeavor. Malgré sa condition médicale difficile, il a dû se résoudre à coacher à temps plein dans une salle à côté de chez lui. Lorsque son histoire a été rendue publique en 2021, ça a fait un véritable scandale. D'un coup, tout le monde a vu les conséquences du sport sur le corps. Tout le monde a compris que l'UFC n'aidait pas ses anciennes gloires, contrairement aux autres sports dans lesquels un système de pension existe, et surtout, tout le monde s'est retourné vers sa télé et s'est rendu compte que ce serait le sort de la majorité des combattants. L'UFC fait des centaines et des centaines de millions de profits. C'est l'une des organisations sportives les plus rentables au monde. Si les combattants sont bloqués à l'UFC et sont traités comme des employés, ils devraient bénéficier des avantages qui vont avec. Comme on a vu, il y a une nuance à la question est-ce que les combattants sont sous-payés, mais ce qui est certain, c'est que l'UFC abuse d'eux et d'un système aux frontières de la légalité et de la moralité. Voilà la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est peut-être pas tout à fait tout clair, j'ai essayé de faire au mieux pour vulgariser la question. Il y a peut-être des passages qui sont un peu moins compréhensibles que d'autres et que je me rends pas compte. Si vous avez des questions, posez-les, j'y répondrai. Si jamais vous avez une question et que la vidéo elle est déjà sortie depuis quelques temps, regardez dans les commentaires épinglés ou dans la description, peut-être que j'ai mis des précisions. Et voilà, on se parle bientôt, salut les gars.